Bonjour à tous, merci de nous rejoindre ce matin pour ce webinaire sur la conformité RGPD, les technologies qui permettent de se garantir de tout risque. Nous attendons, vous êtes en train de vous connecter, vous êtes en train de, vous voyez tous arriver, donc on attend encore 2 3 minutes, le temps que tout le monde nous rejoigne, et puis on lance la présentation de ce matin. À tout de suite. Voilà, ben écoutez, nous sommes pas loin d'être au complet et je vous propose de démarrer. François va se connecter. Alors pour démarrer une petite, d'abord merci d'être avec nous ce matin. C'est un thème, qui est apparu, récemment, dans nos univers, hem et à l'occasion d'un certain nombre d'échanges avec des clients, on a réalisé, hein, qu'il y avait un manque d'information, un manque de confort par rapport à ces sujets de conformité. Et c'est ce qu'on a voulu traiter ce matin. Alors, on a désormais plusieurs années de pratique du RGPD depuis mai 2018. Notre perception du sujet a forcément, un petit peu évolué. La perception des risques aussi associés, à ces sujets de conformité. Et ça nous a amené au sujet du jour. Alors derrière le sujet du jour, il y a plusieurs questions. Hem, la première, est-ce qu'il suffit d'avoir une CMP pour être, en conformité ou même être protéger son organisation, des risques de non-conformité. Alors ça, c'est un sujet en mai 2018, tout le monde s'est équipé d'une CMP, ça a mis plusieurs années bien sûr, mais on avait l'impression d'avoir, je dirais, fini le projet, et d'avoir fait le plus dur. Donc est-ce qu'il suffit d'avoir une CMP pour être aujourd'hui protégé de tout risque de non-conformité? Ça, c'est une première question qui sera en filigrane de la présentation de ce matin. Deuxième question, si un contrôle des autorités avait lieu demain matin, est-ce que vous vivez dans la certitude que, tout se passerait bien et que vous en sortiriez intact? Cette question, elle n'est pas là pour, vous faire peur ou créer de l'angoisse, inutile, mais tout simplement parce que le sujet lui-même est un sujet compliqué à traiter, compliqué à surveiller. La troisième question qui est derrière cette complexité, c'est: est-ce qu'on est capable et comment est-ce qu'on peut dompter l'écosystème digital qui fonctionne en temps réel, qui est construit de multiples partenariats, d'appels en cascade,
Comment est-ce qu'on peut gérer cette complexité-là et la rendre, heu, je dirais appréhendable, pardon, dans l'univers, quotidien des équipes digitales. Donc c'est les 3 questions qui seront en filigrane de cette présentation qu'on a prévue ce matin. On les a choisis avec François, que je présente rapidement et que vous aurez l'occasion d'entendre dans quelques minutes. François Labonne est le patron des activités de consulting et support France et international pour Commanders Act, et il a eu l'occasion de travailler à de nombreuses reprises sur ces thématiques-là, aussi bien sur, la mise en place de CMP, avec la solution que Commanders Act propose, mais aussi, de dépasser un petit peu le cadre de la CMP et de s'intéresser aux problèmes que rencontraient nos clients sur ces sujets. Voilà pour l'introduction de ce qu'on a souhaité vous partager ce matin, et on démarre tout de suite avec un slide qui va poser les bases du problème que vous pouvez rencontrer, ou en tout cas qu'on voit, dans beaucoup d'équipes. Quel est le problème? Le problème, c'est, que beaucoup d'équipes digitales vivent avec un doute permanent sur leur conformité RGPD. Alors non pas qu'elles aient envie d'être conformes, non pas qu'elles fassent tout ce qu'il faut pour être conformes, mais, elles ont conscience d'être face à un univers qui est un petit peu compliqué à gérer. Alors, ce doute, il vient d'un stress, les risques associés à la non-conformité sont importants, on en reparlera. Il vient de la complexité des sites web, et je pourrais même rajouter de la complexité de l'écosystème digital au sens large. Un site web, c'est, énormément de pages, énormément de situations, énormément de configurations différentes, et puis en plus, il y a l'écosystème, partenaire avec lequel vous travaillez, donc l'écosystème publicitaire, l'écosystème MarTech. Vous savez que l'écosystème publicitaire travaille énormément avec des réseaux de partenaires, donc de multiples tailles dont François parlera. Il y a un sujet, qui est le manque d'outils adaptés. Comment est-ce qu'on fait pour contrôler au quotidien qu'on est conforme au RGPD? Pas contrôler sous la forme d'un audit manuel réalisé une fois par an, parce que c'est pas le rythme du web, c'est pas le rythme de l'écosystème digital, mais comment est-ce qu'on fait pour être en permanence, sûr, que les choses sont faites au mieux le mieux, et que votre organisation et votre management, est bien protégé. Et dernier sujet, et ça sera un des thèmes, aussi qu'on abordera aujourd'hui en filigrane, c'est cette recherche de performance qui fait que on cherche à développer les partenariats, on cherche à travailler avec des partenaires qui sont de plus en plus, intéressants, sur les thèmes de l'acquisition, sur les thèmes de la personnalisation, sur, les thèmes publicitaires, et forcément, ça crée aussi un stress puisqu'on est dans une évolution permanente de son dispositif, marketing digital. Donc voilà le problème qu'on rencontre, et face à ce problème-là, on s'est permis de résumer un petit peu les échanges qu'on a eus avec, les organisations sur le marché, en distinguant 3 groupes. 3 groupes je dirais d'organisations, ou d'équipes digitales, pour faire plus simple. On a essayé de les qualifier. C'est toujours un exercice, compliqué de donner un mot-clé, pour catégoriser un profil. Mais premier profil, je les ai appelés pour aujourd'hui les équipes sereines. Les équipes sereines, c'est une équipe sereine, c'est une équipe qui a une CMP, bien sûr, qui équipe ses propriétés digitales. C'est une équipe qui, depuis qu'elle a mis en place la CMP, est surtout concentrée sur le monitoring du taux de consentement, son évolution, c'est les hauts et les bas, et donc tout ce qui peut être fait pour optimiser ce taux. Mais c'est une équipe qui considère que le projet de mise en conformité est plutôt, derrière elle, que la mission est accomplie et qu'on est maintenant en mode «run» entre guillemets, avec un focus sur cette optimisation du taux de consentement. Donc ça, c'est le premier profil, les sereins, et c'est un profil qui est pas forcément conscient, que la CMP ne les protège pas de tous les «risques» entre guillemets autour des cookies et du consentement. Deuxième profil, je les ai nommés, les suspicieuses. Ils ont aussi une CMP, elle a été mise en place, mais ils sont un peu plus conscients que l'écosystème, a ce côté un peu chaotique, et que le risque de non-conformité augmente chaque jour. C'est-à-dire qu'il est facile d'être conforme le jour de livraison du projet, et puis, plus le temps passe, plus il y a des risques, d'effritement et de déraillement du dispositif qui a été mis en place. Donc ce risque de non-conformité, ils le voient bien comme quelque chose qui est un combat de tous les jours. Et le point de préoccupation de ces équipes, c'est comment est-ce que je fais pour contrôler le risque et donc protéger mon organisation à un coût, je dirais, raisonnable, c'est-à-dire sans, mobiliser l'intégralité de l'équipe digitale sur les contrôles quotidiens, ou, utiliser des technologies qui viennent faire dérailler, le contrôle budgétaire. Donc deuxième groupe heu,
d'équipes avec lesquelles on a pu discuter. Et puis troisième, je les appelle les volontaires. Alors volontaires parce qu'ils ont déjà pris une décision, hein. Ils sont aussi équipés d'une CMP comme les deux premiers groupes, mais ils ont eu une expérience des situations de non-conformité et leurs impacts. Ils ont déjà vécu ça, ou leur activité sensible les amène à être très, très regardants sur ces sujets et ils se sont déjà équipés d'une solution souvent basée sur ce qu'on appelle la technologie du crawl, dont François vous parlera tout à l'heure et qui leur semble un premier niveau de protection, qui leur permet de grimper d'un cran. Alors sur ces 3 profils, je ne sais pas si vous vous identifiez facilement à l'un de ces 3. Peut-être qu'il en manque d'ailleurs, ou que vous décririez la situation différemment. Mais en tout cas, sur ces 3 profils qu'on a identifiés de notre côté, il y a 3 enjeux. Sur le profil 1, l'idée c'est quand même de sensibiliser un petit peu au fait que c'est pas parce que vous avez une CMP que vous êtes parfaitement protégé. Même quand elle est bien implémentée, même quand c'est une bonne CMP, et cetera. Donc ça sera un premier enjeu, j'espère de vous faire progresser un petit peu sur cette, compréhension-là. Le deuxième sur les suspicieux, c'est de leur dire que des solutions existent pour aller contrôler la conformité, non pas le jour J, mais en run, donc sur le long terme. Et on vous présentera, François vous présentera deux technologies, la technologie du crawler et la technologie du scanner, qui sont deux approches en compétition et qui peuvent être des solutions. Et puis, pour le profil 3, qui a souvent adopté des solutions basées sur des crawlers, je mets de côté les solutions basées sur des audits manuels parce que je trouve qu'ils sont à la fois coûteux et, sur ce sujet des cookies et du consentement, coûteux et difficiles à exécuter à une fréquence suffisamment forte. On viendra positionner la technologie du scanner qui nous semble une alternative intéressante par rapport aux crawlers que vous pouvez connaître. Voilà ce que je voulais vous partager sur ce sujet-là. Alors, contexte et enjeu, un petit rappel rapide, puisque je pense que si vous êtes inscrit à ce webinaire, vous avez quand même conscience des éléments. Mais la grande question qu'on se pose, c'est est-ce que conforme un jour, conforme toujours? Voilà, c'est un peu le thème euh, qui inquiète les équipes. Et on peut démarrer avec un premier point tout de suite. Voilà, premier enjeu, un double enjeu de conformité. Certes, il y a la mise en place initiale de la collecte du consentement, qui était le point de départ, la partie visible, entre guillemets, du RGPD, même si le RGPD, ça a aussi concerné beaucoup de choses, des process, des pratiques dans vos organisations, mais en tout cas, la partie visible pour dans la relation entre marque et consommateur, ça a été cette popine, souvent critiquée par ailleurs. Et puis, il y a un deuxième axe qui est de contrôler la conformité au quotidien, c'est-à-dire s'assurer que l'ensemble de vos propriétés digitales sont bien protégées de toute action que vous n'avez pas prévue, dont vous n'êtes pas informé et qui peuvent vous mettre à risque. Alors, parmi ces pratiques qui viennent bouleverser un petit peu la conformité au quotidien, le piggybacking, François vous l'expliquera tout à l'heure, donc je passe peut-être vite là-dessus pour pas je pense que le concept est familier. Il y a aussi ce qu'on appelle le life cycle ou les updates réguliers de tous vos partenaires. Les partenaires publicitaires ou AdTech ou MarTech avec lesquels vous travaillez, il y a voilà, ils sont amenés à publier de nouveaux cookies, ils sont amenés parfois à nommer différemment leurs cookies, ils sont parfois amenés à changer leur domaine de tracking, et ces informations-là sont plus ou moins diffusées, plus ou moins partagées avec leurs clients. Certains considèrent que ça fait partie de leur cuisine d'éditeurs logiciels, et puis d'autres vont être un peu plus formels et partager des éléments, mais ça peut vous placer dans une situation délicate. On a aussi ce qu'on appelle des cookies dormants, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas utilisés activement par l'équipe digitale, qui n'en a pas conscience. Ils passent donc sous les radars des audits manuels ou des points de check que pourrait faire une équipe. Et puis, il y a aussi les cookies techniques qui sont liés à des redirections, à des iframes, à des plugins, etc. Et puis dernière catégorie, ce qu'on appelle les cookies rares ou sélectifs, c'est-à-dire que c'est des cookies qui sont difficiles à détecter pour une équipe digitale, euh, parce que justement, ils n'apparaissent que dans certaines situations et ça complexifie énormément le travail de contrôle. Voilà ce premier enjeu, double enjeu de conformité. Double niveau de risque, très simple, ça a fait c'était l'argument, le driver d'adoption du RGPD. Euh, Deux niveaux de risque. Un niveau de risque à l'échelle de la marque, je passe très vite. Vous connaissez les sanctions financières qui peuvent s'appliquer en cas de non-conformité. Bien sûr, les atteintes à la réputation de la marque qui font parfois plus mal que les sanctions financières parce qu'elles laissent entendre que vous avez un rapport à la donnée de vos clients qui est un peu aléatoire, et donc c'est quelque chose qui vient abîmer l'image de marque. Et puis évidemment,
les recours collectifs, les plaintes individuelles, NOYB comme vous le connaissez, ou des plaintes déposées par un utilisateur auprès de la CNIL. Ça, ce sont les risques au niveau de la marque. Et puis, il y a des risques à des niveaux plus personnels, à l'échelle de l'équipe digitale, de la personne qui est en charge de sujet, du DPO, avec des responsabilités civiles ou disciplinaires, des responsabilités éventuellement pénales dans les cas les plus graves, et puis évidemment une atteinte à la réputation et la carrière, puisque effectivement, si vous êtes en charge de ce sujet-là et que une situation de non-conformité est détectée, voilà, forcément, ça crée une complexité dans le parcours professionnel. On n'a pas eu tant d'histoires que ça qui se sont ébruitées, heureusement pour l'instant, mais voilà, en tout cas, c'est le thème de fond qui nous accompagne dans la gestion de ces sujets-là au quotidien. Des sanctions financières qui s'étendent. Alors, c'est vrai qu'au début, l'histoire du RGPD, ça a été de dire que, alors il y avait un trend de fond qui était, l'économie se digitalise tellement qu'il faut mettre en place une gouvernance sur tout ce qui est digital et donc autour du cookie. Donc ça a été la raison fondamentale. Puis il y avait une deuxième lecture qui était de dire: «Le RGPD, c'est quand même un petit peu fait pour attaquer, Google et Meta et permettre aux consommateurs de se défendre contre les pratiques qui étaient considérées comme parfois un peu limites». Puis au fur et à mesure, ça a dépassé le cadre des GAFAM et ça commence à arriver sur des sociétés, je dirais plus proches au quotidien. Ça a été le cas d'Orange dont vous avez entendu parler, c'est le cas de Carrefour aussi, et puis même encore en dessous, Carrefour Banque et Assurance. Et puis, très récemment, on a eu des échanges avec, des sociétés du marché qui ont montré que les contrôles de la CNIL, pouvaient aussi bien concerner de très petites structures que des plus grandes. Donc, au fur et à mesure que je dirais que le RGPD s'est installé dans nos vies, les contrôles, les systèmes de contrôle et le type de contrôle, bah, passent des très grandes organisations à des organisations de taille plus modeste. Et donc, personne n'est vraiment à l'abri d'un contrôle. Alors, c'est des montants importants, les montants que vous voyez là. Pourquoi est-ce que finalement ces grandes entreprises heu, se font punir par des amendes similaires? Alors, il y a évidemment ceux qui jouent au chat et à la souris, je passerai vite dessus. Et puis ensuite, il y a des raisons objectives. C'est vrai que d'abord, il faut continuer à évangéliser, à éduquer autour du RGPD et de l'application du RGPD, du respect du RGPD au quotidien. Il y a aussi une bande passante qui est très limitée aussi au niveau des équipes digitales. Il y a toujours des failles dans les process et plus on se projette dans le temps et plus la quantité de travail augmente, plus il y a des risques que les process ne soient pas respectés ou traités de façon plus routinière. Il y a un quotidien qui fait déborder un petit peu les, les agendas des uns et des autres, des sites qui sont en pleine expansion aussi, avec des nouveautés, des ouvertures de sites, des refontes de sites, voilà, toute une série des nouveaux partenaires qui sont lancés, et puis un manque de solutions de gouvernance, parce que finalement, cette réalité extrêmement complexe qu'on visualise tous, on n'a pas un outil qui nous guide sur la manière de gérer ces sujets-là. Donc des sanctions financières qui s'étendent, et des incidents qui dévitalisent les marques, qui viennent taper dans ce qu'on appelait dans les années 80 le capital marque, hein, la brand equity, avec un impact sur la confiance et le comportement des consommateurs et puis des conséquences économiques mesurables. Donc il y a 6 statistiques sur ce slide. Je vous en partage juste 3, mais qui feront écho à votre propre expérience de consommateur. 75 des consommateurs déclarent qu'ils n'achèteraient pas auprès d'organisations auxquelles ils ne font pas confiance pour la protection de leurs données personnelles. Ça, c'était une étude réalisée par Cisco. Deloitte a complété avec 3,6 des consommateurs qui affirment qu'une seule violation de données aurait un impact négatif sur la probabilité d'acheter des produits d'une entreprise. Et puis 21 ça venait de chez Thales, des consommateurs ont décidé d'utiliser les services d'une entreprise, de cesser d'utiliser, pardon, les services d'une entreprise qui ont subi une violation de données. Ce qui veut dire à quel point on est devenu, au travers de l'évolution du digital d'une part et au travers de l'évangélisation autour du RGPD, on est devenu sensible à ces dimensions-là et les consommateurs ont vraiment eu cette image d'une trahison lorsque les choses ne sont pas gérées correctement. Et les choses peuvent ne pas être gérées correctement, uniquement du fait, je dirais d'un dysfonctionnement. Ce ne sont pas forcément des choix volontaires, mais cette impression-là et cet impact-là peut venir même d'une communication, d'un bad buzz, sans forcément, qu'il y ait un fondement réel, donc c'est d'autant plus sensible comme sujet. Dernier point, l'écosystème digital qui fait notre joie au quotidien est quand même relativement difficile à contrôler. C'est un animal un peu sauvage. Quelques études montrent le nombre de nouveaux cookies qui peuvent apparaître chaque semaine.
Donc ça peut être entre 1 à 5 nouveaux cookies tiers par semaine sur des grands sites médias ou des grands sites e-commerce. Et puis quand les grandes plateformes publicitaires, se mettent à faire des changements, modifient leur stratégie de partenariat, déclenche des nouvelles activités, relie ou crée des synergies entre des activités différentes. On peut aller à plusieurs dizaines de cookies en quelques jours posés. Donc là aussi, entre le moment où ces cookies sont posés, le moment où vous les détectez, le moment où vous mettez en conformité votre déclaration de cookies, votre POPIN, etc. Voilà, il y a un certain nombre de choses qui peuvent vous échapper. Ces nouveaux cookies introduisent des nouveaux risques. Alors dans les risques, il y a les cookies posés sans consentement, il y a évidemment la non-conformité RGPD, le risque, un risque supplémentaire qui est, que la détection manuelle est impossible, quand c'est ce niveau de réalité-là et que ça peut s'appliquer à n'importe quelle des pages ou des sites pays ou des sites, marques, que vous avez l'occasion de gérer. Et puis le risque, il y a un risque réputationnel, avant même d'être coupable, le fait qu'on parle de ce qui s'est peut-être passé, chez vous, vient fragiliser l'ensemble. Et je passe la main à François pour vous expliquer, pourquoi ces cookies apparaissent si souvent. C'est ça. Alors, ils apparaissent parce qu'il y a différents événements de la vie de tous les jours dans nos métiers qui amènent à ajouter de nouvelles solutions, quelles qu'elles soient. Elles ont besoin de fonctionner avec des cookies. Et souvent, vous avez pu faire un inventaire de l'ensemble des solutions et des cookies au moment où vous avez mis en place SMP. Cet inventaire a tendance à devenir assez vite obsolète au fur et à mesure de l'ajout ou du retrait de nouveaux partenaires. Ces mêmes partenaires vont utiliser ce qu'on appelle le piggybacking. Michael en a parlé un petit peu tout à l'heure. Juste pour expliquer, c'est la capacité de chacun de ces partenaires à appeler d'autres partenaires pour leur bon fonctionnement, hein, ils ont le droit de le faire. Faut que le visiteur ait consenti, donc ça, et la plupart du temps, normalement, si le réglage de la CMP est correctement réalisé, le consentement est partagé avec chacun de ses partenaires, mais eux-mêmes déclenchent et posent, écrivent et lisent des cookies sans que vous en ayez connaissance. Et c'est souvent des premiers feedbacks de nos clients quand ils commencent à utiliser ce type de solution et commencent à regarder quels sont les cookies qui sont posés sur leur site, ils se rendent compte en fait, qu'il y a un écart considérable entre ce qu'ils avaient initialement en tête, certains pour les plus comment dire les plus euh, consciencieux, on fait une liste, on fait une liste sur leur page cookie policy avec l'ensemble des partenaires et des cookies déposés, mais ils se rendent compte en fait qu'il y a un écart entre le moment où on a créé la liste et le moment où on fait ce travail de recensement de l'ensemble des cookies qui sont posés sur le site. Et puis, évidemment, si on donne l'exemple de Google, mais effectivement, certaines solutions vont déclencher différentes fonctionnalités de leurs produits et qui peuvent déclencher des cookies tiers, comme des plateformes externes sous la forme de widgets, sous la forme de voilà, donc, comme YouTube, Vimeo, Spotify, etc., qui vont appeler soit des partenaires externes, soit eux-mêmes déclencher des cookies. Ça vous permet d'afficher une vidéo. C'est souvent exclu de votre TMS, souvent de la CMP, et donc du coup, ça passe un peu, entre guillemets, à l'as. Et reprendre la main sur quels sont les cookies posés par chacun de ces partenaires voilà, permet d'avoir vraiment une vision claire de ce qui est fait par chacun d'eux. Alors face à cette, situation qu'on décrit, heu, un certain nombre de clients ont réalisé qu'avoir une CMP ne suffisait pas et se sont, lancés à la recherche de solutions leur permettant de garantir cette conformité, au continu. Et la technologie qui est apparue à cette occasion, c'est ce qu'on appelle les crawlers. Heu
Et donc la solution actuelle dont on va vous parler et dont on va vous préciser un petit peu la manière dont elle fonctionne et les problèmes qu'elle pose, c'est cette approche à base de crawler. Alors François, tu veux peut-être expliquer, rappeler ce que c'est qu'un Oui, crawler pour que ce soit clair pour tous? c'est ça. Alors, je pense que c'est clair pour la majorité d'entre vous, mais repartons des bases. Un crawler, c'est un robot, exactement comme Google fait fonctionner des crawlers pour connaître l'arborescence de votre site. Les solutions actuelles de recueil des différents cookies posés sur votre site utilisent des robots assez semblables. C'est-à-dire que vous allez configurer sur une plateforme les scénarios pardon, que vous allez vouloir faire exécuter par ce robot. Et ensuite, de façon régulière, un robot va parcourir votre site un peu comme un utilisateur virtuel pour passer sur chacune des pages. C'est le fonctionnement d'une solution la plus commune aujourd'hui et elle a des limitations. Ces limitations, elles sont, vous l'imaginez bien, en premier lieu sur la configuration. C'est-à-dire qu'il va falloir passer du temps au moment du setup à configurer l'ensemble des scénarios que l'on veut travailler euh, avec son robot. Ça veut dire construire toute une navigation où on passe par la page d'accueil, une page catégorie, une connexion, un achat, etc. Cette mécanique, elle est longue à mettre en place. Elle mobilise souvent des ressources digitales et IT, et surtout, elle est difficilement maintenable dans le temps. C'est-à-dire que la maintenance de ce type de système est assez complexe. À chaque fois que le site évolue, à chaque fois qu'il y a des mises à jour qui sont faites sur le site, on ne repart pas de zéro, mais on est obligé de guetter chacun des scénarios pour faire en sorte que notre utilisateur virtuel passe par chacun des scénarios établis. J'ajouterais à ça que on ne peut pas avoir en tête l'ensemble des scénarios. C'est-à-dire que vous avez vos propres scénarios qui correspondent au fonctionnement de votre site, mais les solutions que vous utilisez et celles qui sont piggybackées par celles-ci ont leur propre scénario. C'est-à-dire que ça peut être, après avoir visité, vu trois produits de même catégorie, après s'être inscrit à newsletter, puis avoir fait un autre événement. Donc, il est très compliqué d'établir l'ensemble des scénarios qui vont être générateurs de cookies. Donc, voilà, ça permet d'avoir une vision, clairement, mais ça n'est pas exhaustif sur la façon de récolter l'ensemble des cookies créés par les solutions. Et François, Donc, si tu me permets, je rajoute un point, parce que vous pourriez tous vous dire, les crawlers, c'est utilisé par Google pour l'indexation des pages des sites web, c'est donc une technologie qui est réputée, qui est légitime, etc. Mais le point que François vient d'aborder est extrêmement important, c'est que le crawler, pour une partie publique, une partie visible d'un site, pour indexer du contenu, pour travailler sur du contenu, tout à fait, c'est pertinent. À partir du moment où un site web, enfin, je dirais, mélange à la fois des parties privées avec des accès restreints et une prise en compte du profil utilisateur, ce que l'exemple qu'évoquait François, on est sur un obstacle qui est beaucoup plus gros pour le crawler. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est le profil du user, le comportement du user spécifique qui va déclencher ou pas l'activation de tags, la pose de cookies, etc. Et donc ça échappe beaucoup plus facilement au crawler. Excuse-moi François, c'était juste pour rebondir sur l'exemple que tu prenais. tu as fait raison. Et ensuite, le dernier point, c'est la fréquence. C'est-à-dire qu'un crawler, on va choisir à quelle fréquence il va venir exécuter les scénarios sur le site. Une fois par mois, une fois par semaine, une fois par jour, 2 fois par jour ou plus. À chaque fois, évidemment, que l'on va exécuter ce crawler, on va avoir des coûts qui vont être importants. On va avoir besoin de le faire. Plus on va augmenter la fréquence, plus on va avoir une donnée fine, mais plus on va avoir un prix qui va exponentiellement augmenter.
Alors, regardons un petit peu la situation que vous offre le marché et si vous avez, déjà commencé à réfléchir un petit peu au sujet ou si vous avez, réalisé un projet, d'adoption d'une technologie qui vous permettrait de vous protéger davantage. Vous êtes conscient de l'arbitrage qu'il faut faire, hein, qui est dans le titre de ce slide. C'est comment trouver la meilleure balance entre la protection de son organisation et la protection de son budget. Alors l'offre de marché, dessinons, une petite représentation du marché. Vous avez 2 axes, un axe avec une fréquence de contrôle, un axe avec un coût, de contrôle et puis on va prendre chaque fois deux positions pour être, je dirais schématique, fréquence faible, fréquence élevée, coût faible, coût élevé, et voilà un peu le mapping du marché qu'on peut faire. Alors première situation, c'est la situation, qui correspond à une fréquence faible, et à un coût élevé. Je démarre par celle-là parce que c'est la plus mauvaise évidemment pour vous, c'est-à-dire qu'elle vous apporte une faible garantie de protection et en même temps, elle vous coûte cher, donc c'est celle qu'on peut disqualifier, le plus, rapidement. Quitte à avoir un niveau de fréquence faible, il serait idéalement, intéressant d'avoir un coût faible également. Ça serait absurde quand même en termes de protection de l'organisation, mais au moins, ça serait un petit peu plus cohérent. Donc deuxième cas de figure, le cas où vous avez une fréquence faible, ça n'a pas changé, mais au moins vous avez optimisé votre budget pour le service qui vous est rendu. Et donc là, on est sur une situation qui est évidemment non optimale. Pourquoi? Parce que vous êtes exposé à un risque important. Et comme exemple, on peut prendre les crawlers à faible fréquence. François évoquait quelques fréquences de contrôle de temps en temps. Bah, ça peut être une fois par mois, par exemple. Ce qui veut dire qu'il y a un jour dans le mois où vous aurez les idées claires sur ce qui est en place. Et puis, il y aura 29 ou 30 jours en plus sur lesquels vous serez dans le flou et vous serez en attente en croisant les doigts du prochain contrôle. Bon, de toute façon, le thème qu'on aborde aujourd'hui, c'est un thème qui vise à protéger votre organisation, de risques de non-conformité. Donc on va aller chercher une fréquence de contrôle élevée pour s'apporter une meilleure, couverture. Donc troisième cas de figure, vous utilisiez un crawler faible fréquence, par exemple, vous étiez dans la case, qui est rose. Bon, c'est non optimal parce qu'il y a un risque et parce que la fréquence de contrôle est trop faible. Passons sur une fréquence, de contrôle plus forte. On va utiliser des crawlers haute fréquence, donc c'est une expression un peu compliquée comme le trading haute fréquence, mais c'est juste pour dire que le crawler va faire son travail plus régulièrement, plus fréquemment, de façon à vous apporter plus de retours et plus de capacité de contrôle de votre activité. Mais le problème, c'est l'explosion du budget. Plus vous faites travailler un crawler, plus votre budget va grimper, le coût de son usage va grimper. Et on peut regarder le détail des facteurs de pricing des crawlers. Dans le pricing des crawlers, alors c'est évidemment, c'est général, hein, ça ne s'applique pas à un acteur en particulier, mais le pricing des crawlers, ça va dépendre de la fréquence des scans, du nombre de domaines sites qui vont être checkés, du nombre d'utilisateurs qui vont travailler avec. Il y a évidemment des périmètres fonctionnels qui peuvent être plus ou moins développés, et puis un usage, un volume de consentement. Voilà, donc tous ces éléments-là, liés au volume, vont faire grimper la note. Et je ne parle pas du point qu'évoquait François, qui est la customisation du robot, du crawler, pour qu'il aille faire exactement ce que vous voulez, etc., sur lequel vous allez passer du temps en consulting ou en accompagnement pour arriver à vos fins. Donc, dans cette cas de figure-là, vous pouvez partir dans cette direction, mais vous risquez d'avoir un budget qui monte très très vite. Et notre analyse est que vous pouvez atteindre un niveau de contrôle identique, voire meilleur à ces crawlers haute fréquence, mais avec un coût bien plus optimisé. C'est la dernière case de cette petite représentation. C'est la technologie qu'on appelle scanner et dont on va vous parler, et qui nous semble un petit peu plus adaptée à cette mécanique temps réel de l'écosystème digital d'une part, et aux besoins de contrôler. En introduction de ce webinaire, je vous disais, est-ce que vous êtes sûr que si demain vous aviez un contrôle des autorités de régulation, vous en sortiriez indemne? Eh bien, la seule façon d'en être sûr, c'est d'avoir quelque chose qui fonctionne en temps réel. C'est un contrôle en temps réel de l'ensemble de votre dispositif. Et quand on peut atteindre cet objectif-là à un coût qui est moins important que le coût des crawlers haute fréquence, on trouve qu'il y a quelque chose d'optimal et de plus intéressant pour vous. Voilà. J'espère que c'est clair. En tout cas, ça visait à proposer une lecture du marché. Alors, quand on regarde le marché, on se rend compte que le marché est en profonde évolution. On a tous démarré évidemment en nous équipant de CMP, avec un suivi du fonctionnement de ces CMP qui était manuel ou partiellement automatisé, avec des exports de statistiques de consentement qu'on suivait, qu'on monitorait, etc.
Certaines équipes ont réalisé que, au-delà de la mise en place de la CMP, il y avait besoin d'un contrôle, un peu un continu, de la conformité. Donc, elles sont en recherche de solutions, elles cherchent des solutions qui ont un bon rapport coût-bénéfice. Des marques qui ont déjà franchi, un premier cap qui est de dire: «Il faut qu'on trouve une solution», et donc il y a des tests ou des RFP qui, sont en cours ou qui vont arriver. Et puis, des marques qui ont déjà choisi des solutions, les premières historiquement qui sont intéressées à ce sujet-là et qui sont allées sur, des approches de type crawler, avec la limite qu'on évoquait. C'est-à-dire que quand vous voulez augmenter la fréquence et vous approchez d'un niveau de certitude un peu plus élevé, vous avez quelque chose qui explose et il suffit, d'un cookie, mal placé, et pas contrôlé pour finalement, avoir un rapport de la CNIL et commencer l'ouverture d'un dossier. Donc on est vraiment sur quelque chose de compliqué. Et puis dernière catégorie, les marques qui utilisent un scanner temps réel, qui, à nos yeux, représente une solution plus intéressante pour vous. Évidemment, plus vous montez le long de cet escalier vers le scanner temps réel, meilleure est la couverture de risque, que ça vous apporte, parce que vous avez le fonctionnement en temps réel de ces scanners vous apporte une lecture temps réel de votre conformité. Donc dès qu'il y a quelque chose de nouveau qui se passe, François vous expliquera, ce qu'on peut comment ça marche et ce qu'on peut faire. Et on passe à, la section suivante. Alors si les crawlers ont des limites, comment est-ce qu'on fait pour dépasser les limites d'un crawler et comment est-ce qu'on fait pour se diriger vers une solution qui couvre mieux ce besoin de contrôle que vous exprimez? Eh bien, pour moi, la solution idéale, ce serait une solution qui peut se positionner sur l'ensemble de votre site, l'ensemble de vos marchés, pour tous vos visiteurs et pour capter tous les cookies. Alors, on a parlé de cookies beaucoup depuis le début. En réalité, c'est cookies au sens élargi, c'est-à-dire cookie first, cookie tiers, local storage, session storage, tout ce qui permet pour un site, pour une solution, de stocker sur le poste de vos visiteurs des informations. Voilà, et qui est du coup contraint aussi par le RGPD. Cette solution idéale, elle serait éco-responsable, c'est-à-dire qu'on ne fait pas tourner un serveur pour aller faire une navigation qui est faite des milliers de fois par jour par vos visiteurs. Cette solution idéale, elle monitore en temps réel l'ensemble des cookies posés sur le navigateur de votre utilisateur. Et elle est complète, c'est-à-dire qu'elle permet de passer l'ensemble de vos pages, même les plus complexes, sans une configuration avec différentes complexités de formulaires, d'inscription de newsletter, de création de compte, de processus d'achat, etc. Donc, notre solution idéale regroupe l'ensemble de ces points. Et évidemment, elle est plus simple que les crawlers. Ce que propose Commander's Act, j'y arrive, c'est une activation ultra simple. C'est plutôt que de configurer un crawler pendant des semaines, mettre en place la solution Cookie Scanner de Commander's Act, c'est activer le produit et définir les domaines sur lesquels vous voulez que le scanner s'exécute. Donc, pour la plupart d'entre vous, il s'agit de quelques minutes. Allez, on va arrondir en 1 heure pour faire les vérifications d'usage, d'assurance qualité. Cookie Scanner va permettre de faire une surveillance continue. C'est-à-dire que c'est pas, encore une fois, ce n'est pas un crawler qui vient vérifier une fois par jour, par semaine, par mois les cookies déposés. C'est directement dans le conteneur exécuté par vos visiteurs un script qui va regarder quels sont les cookies créés sur chacune des sessions de ces visiteurs. Alors, évidemment, c'est échantillonné pour vous donner une vue la plus intéressante possible. Mais c'est directement vos visiteurs
qui vous envoie le nom des cookies créés sur leur navigateur. C'est exhaustif, c'est-à-dire que ça permet de détecter les cookies rares, alors les cookies de test, les cookies temporaires, etc. Vous allez pouvoir voir ce qui a été créé, pourquoi, etc. Vous avez aussi la possibilité de les exclure, en disant moi je m'intéresse dans un premier temps déjà au plus gros. Une fois que j'ai réglé le plus gros, je regarderai ceux qui arrivent avec un peu plus de rareté. Je vais pouvoir le voir immédiatement. Et ça, c'est quand on met en place Cookie Scanner chez nos clients, c'est un des premiers retours. C'est-à-dire qu'en quelques minutes, on voit déjà une liste de cookies apparaître sur les interfaces. Et ça permet, dans l'heure, de pouvoir commencer à travailler sur les premiers cookies récoltés. Et puis, je vous l'ai dit déjà plusieurs fois, hein, mais c'est une vraie navigation, c'est des vrais visiteurs. Et du coup, vos visiteurs, par définition, vont passer par l'ensemble des pages, l'ensemble des scénarios possibles, et donc vous permettre de récolter un maximum de cookies. Donc, pas de scénario à créer, on en a parlé. Pas de maintenance, c'est-à-dire que vous mettez en place Cookie Scanner, ça tourne, et en fait, vous n'avez rien à faire à part regarder les cookies nouvellement créés. On va voir après tout ce qu'on peut faire avec, mais aucune maintenance à prévoir. C'est-à-dire que si le site est updaté, redesigné, la navigation est un petit peu évolue, vous n'avez rien à faire. On va en permanence s'adapter puisqu'on est quelque part caché derrière vos visiteurs. Et évidemment, on va pouvoir se placer sur l'ensemble de vos sites, sur l'ensemble des langues, sans avoir besoin de faire de configuration. On a simplement besoin de sélectionner les domaines. Et le scanner va pouvoir fonctionner sur l'ensemble de vos marchés et langues. Alors, fonctionnellement, comment ça se passe? On l'a vu, d'abord, c'est la détection de cookies en temps réel. On va lister tous les cookies que vous avez validés, que vous connaissez déjà, et ceux que vous ne connaissez pas, évidemment. On va pouvoir tenir compte des cookies, j'en parlais juste avant, des cookies tests, des cookies rares. Soit je les exclus, soit je les regarde. Et voilà, ça me permet de faire la différence entre des cookies qui apparaissent une seule fois, de cookies qui apparaissent sur chacune des navigations des visiteurs. Ça va arriver très vite. Je vais pouvoir être alerté directement par email, Slack, Teams ou par API de nouveaux cookies. Alors, je vais pouvoir choisir si c'est immédiatement, une fois par jour, une fois par semaine, mais je vais pouvoir du coup être alerté sans avoir besoin de revenir sur mes interfaces, recevoir une notification pour dire attention, un nouveau cookie a été créé. Une fois que j'ai ça, c'est très bien, mais j'ai besoin de savoir où ont été trouvés ces cookies. Donc, je vais pouvoir trouver l'URL où le cookie a été vu, sur quel domaine, est-ce que c'est un cookie tiers et quel partenaire l'a identifié. Pour ceux qui avaient utilisé l'outil il y a très, très longtemps, il y a beaucoup d'évolutions qui ont été réalisées depuis, et notamment on s'appuie dorénavant sur l'IA, de manière à pouvoir identifier des groupes de cookies. Ça nous permet typiquement des cookies que j'appellerais random, c'est-à-dire qu'ils ont un préfixe ou un suffixe qui varie, mais ils gardent toujours la même structure. Ils sont en fait, en réalité, rattachés toujours à la même solution. Avec l'IA, on va pouvoir les identifier et les rattacher au bon partenaire. Et on va pouvoir détecter l'URL qui a créé le cookie. Une fois qu'on sait où, on va pouvoir déjà commencer à travailler, à se dire, moi, c'est peut-être tel tag, tel univers, tel périmètre. On a besoin de savoir le qui. Le qui, c'est déjà comprendre quel est le partenaire qui pose les cookies.
On va pouvoir savoir, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, mais est-ce que c'est un cookie first, est-ce que c'est un cookie tiers, du local storage, du session storage, et donc du coup voir comment on accède à cette information. On va pouvoir afficher la durée de vie de chacun des cookies. Ça vous permet aussi de vérifier que les partenaires et les partenaires de vos partenaires respectent bien le GDPR sur la durée de vie de chacun des cookies. Et évidemment, vous aurez la possibilité, manuellement, si vous le souhaitez, d'éditer le nom, le descriptif de chacun des cookies. Vous allez également avoir la possibilité de savoir, c'est très important, de savoir quels sont les cookies qui sont déposés avant consentement. Alors, aujourd'hui, tous les clients qui utilisent notre CMP, on a la possibilité de voir, de dire, bah, ce cookie-là, qu'il soit posé par un de vos tags ou posé par un tag piggybacké, on va pouvoir vous dire, là, un petit flag, un petit label, vous dire, attention, ce tag est posé avant consentement. Alors, dans certains cas, c'est possible et c'est légal. Et donc, vous pourrez dire, non, mais c'est tout à fait normal. Dans d'autres cas, ça devrait vous alerter et du coup, mener les actions de manière à ce que la dépose de ce cookie soit réalisée après consentement. On va pouvoir vous indiquer si le cookie a disparu. Alors, le cas d'usage, un jour, un client est venu me voir en me disant ben, la CNIL vient de sortir de mes bureaux et j'ai besoin de savoir, de faire un avant-après. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait tourner Cookie Scanner pendant 48, 72 heures, de manière à avoir l'ensemble des scénarios et trouver l'ensemble des cookies sur leur site. Ils ont pu voir, ils ont pu s'apercevoir effectivement que ce qui leur était parfois reproché, en tout cas signalé par la CNIL, effectivement, ils ont vu des cookies non consentis. Et ils se sont servis aussi de notre scanner pour regarder que les actions qu'ils avaient menées avaient bien mené à la disparition des cookies signalés par la CNIL. Donc ça, c'était hyper important très important pour leur DPO, parce que ça leur a permis de prouver que les actions qu'ils avaient menées avaient amené à la disparition des signalements. Vous allez avoir la possibilité d'afficher ou d'exclure un pourcentage des cookies en fonction de leur pourcentage de détection. Et vous allez, si vous le souhaitez, pouvoir exporter ou afficher directement dans votre page Cookie Policy les cookies que vous avez trouvés. Vous allez pouvoir les sélectionner, vous avez la possibilité d'afficher l'ensemble des cookies ou une sélection en fonction de votre politique cookie. Merci François. Alors, pendant que je termine avec ce slide de conclusion, je te laisse regarder les questions qui t'ont été posées par Denis et Didier, sur lesquelles je te passerai la main après ce dernier slide. Alors, en conclusion de ce webinaire, première chose, faites attention à bien prendre en compte la conformité en continu, au quotidien, entre guillemets, de vos propriétés digitales. On pense que c'est là que le bas blesse et c'est là qu'il faut que chacun muscle un petit peu son approche si vous souhaitez protéger votre organisation de façon efficace. Technologie des crawlers, technologie des scanners, je dirais 2 mécaniques différentes, mais en tout cas, de notre côté, une technologie qui est plus adaptée à la dimension temps réel de l'écosystème digital d'une part, au fait que la CNIL ou les autorités de régulation, si vous êtes dans d'autres pays, peuvent intervenir et faire un contrôle à n'importe quel moment, et pas uniquement après le passage du crawl ou après que vous ayez eu le crawl du mois et mener les actions associées. Donc,
On pense que cette approche cookie scanner offre une meilleure sécurité, je dirais, opérationnelle, avec une activité digitale qui est plus sécurisée. C'est une technologie qui est plus performante que les crawls. Et on le voit parce que lorsqu'on fait des contrôles, lorsqu'on fait des tests avec des clients, les clients réalisent qu'ils détectent bien plus de cookies avec la solution cookie scanner qu'ils n'en détectent avec leur crawler usuel. Donc ça, c'est une première chose. Ce qui veut dire deux choses. Un, qu'il y a une des solutions qui est plus performante. Et deux, que vous êtes donc exposé sans le savoir à un risque parce que les technologies de crawler que vous utilisez vous donnent l'impression que vous êtes sous contrôle. Et au final, il y a un certain nombre de choses qui passent à la trappe. Pas dans tous les cas, bien sûr, selon la complexité de vos sites et les efforts que vous avez mis en place, mais en tout cas, ce risque-là est assez fréquent. Un monitoring constant pour un meilleur contrôle, parce que malheureusement, on est sur vraiment quelque chose qui est le digital, c'est un écosystème vivant qui n'arrête pas de se transformer. Une protection accrue qui rassure DPO et management, ça, je pense que c'est important aussi. Vous connaissez des DPO, si vous n'en êtes pas un, mais vous connaissez des DPO qui, stressés, entre guillemets, ou par cette complexité et cet écosystème qui est très difficile à prendre en main. C'était le cas aussi de la CNIL quand elle s'est penchée sur le RGPD et qu'elle a demandé à l'ensemble des acteurs du secteur d'expliquer comment l'écosystème fonctionnait. Donc, c'est un sujet compliqué. Et le management et, je dirais, le directeur général qui est directement exposé en cas de non-conformité pour les cas les plus graves. C'est aussi une documentation toujours à jour et prête en cas de contrôle. Donc, c'est aussi un très très bon outil pour faire du sparring partner, soit avec votre DPO en interne, soit avec une autorité de contrôle le jour d'un contrôle. François a donné un exemple tout à l'heure. Et puis, c'est une implémentation qui est vraiment en un clic. Alors, je sais que l'implémentation en un clic, vous l'avez entendu dans votre vie plusieurs fois. Mais là, on n'a vraiment pas de travail préliminaire important comme la construction des scénarios, la définition. Vous ne projetez pas une vision de la manière dont le contrôle devrait être fait. Le contrôle va se mettre en place de façon totalement naturelle en fonction de l'usage qui est fait de votre site par les utilisateurs. Chaque fois qu'un utilisateur passe sur une page, le contrôle sur cette page sera fait. Et donc, ça vous apporte une bien plus grande simplicité de mise en place et une meilleure sécurité. Et puis, dernier point, qui est pas négligeable, il y a un coût d'adoption, un coût de run de ces solutions-là, qui nous semble bien plus optimal que ce qu'on a pu voir passer autour des crawlers. Donc, c'est le dernier élément qui nous semble intéressant pour vous qui êtes à la fois exposé à ce risque-là et avec des budgets évidemment à contrôler et à justifier. Voilà ce qu'on voulait vous partager aujourd'hui autour de cette thématique. J'espère que ça a été clair. N'hésitez pas à nous faire du feedback si ça a manqué de clarté ou si des points auraient mérité plus d'explications. Et je passe la main à François, peut-être pour que François, on puisse traiter les questions qui sont apparues dans le chat. Ouais. Alors, je vais essayer de toutes les traiter. On a une première question de Denis qui nous explique qu'il a plusieurs sites, plusieurs CMP et il voudrait savoir s'il était possible de coupler avec les informations du détailleur de manière à pouvoir filtrer, j'imagine comprendre aussi d'où viennent les cookies. Euh, pour être très franc, on n'a jamais eu besoin de le faire parce que, en fait, juste avec l'URL, en fait, on récupérait déjà tous les éléments, domaine, périmètre, etc. Ça me semble possible, ça me semble effectivement possible. Il faudrait voir exactement si c'est utile, mais a priori, ça me semble réalisable. Est-il prévu une La autre deuxième, ligne pour que ouais. nous puissions réexploiter la donnée et faire nos propres rapports de suivi? Oui. Alors, vous avez des exports et vous avez une API qui vous permet de récupérer exactement ce que vous avez dans l'interface en réalité. C'est-à-dire l'ensemble des cookies, leur catégorisation, le nom, les partenaires, les descriptions. Et s'il est posé avant ou après consentement, enfin, en définitive, l'ensemble des éléments que vous pourriez également retrouver sur la plateforme. Le scanner s'applique-t-il aux applis mobiles? Alors, avec SDK. Alors, pour les SDK, non, pas aujourd'hui. Je peux en parler effectivement de notre CTO. Mais effectivement, voilà, tout ce qui est WebView, etc., effectivement, seront bien captés, même si elles sont dans une application mobile. Ai-je oublié effectivement
Hop là, je crois que c'est une question plus haut de Didier. Le scanner va capter l'ensemble des éléments quand le visiteur passe sur les pages de l'écran. On a un plugin également qui vient compléter ce qui est directement dans votre conteneur. Donc en fait, c'est le travail du plugin et du conteneur, enfin, des éléments qui sont présents dans le conteneur, qui viennent nourrir le scanner de l'ensemble des cookies. Une remarque intéressante de Didier. Donc effectivement, Cookie Scanner, c'est une solution qu'on avait pré-lancée à une époque où il y avait assez peu d'appétence du marché pour ce genre de sujet, puis la maturité a rapidement évolué et elle était sous une forme qui était que voilà, c'était une V1, mais qui était pas à la hauteur, entre guillemets, du sujet, des attentes et c'est, la remarque que vous partagez, Didier, est valable complètement et François, est-ce que tu sais insister sur, les «nouveautés» entre guillemets de Cookie Scanner pour ceux qui avaient un point de repère historique? En repartant peut-être du slide, tu sais, où il y avait toutes les questions, les 4 questions. Est-ce que ça peut, est-ce que ça peut être un support Oui, ou est-ce que tu veux le faire à alors l'oral? Voilà. oui, oui, oui. Plusieurs choses. Ce qui nous était reproché, on a beaucoup travaillé sur ce qui nous était reproché. Ce qui nous était reproché, c'était la détection. Alors, on remontait les cookies, mais après, bien souvent, vous étiez seul avec une liste ultra complète de cookies sur un écran, mais il vous restait quelque part une grosse partie du travail, c'est-à-dire trouver à quel partenaire les associer et créer la description. Et ça, effectivement, c'était un des principaux reproches qui nous étaient faits, c'est-à-dire qu'on avait une librairie qui nous permettait voilà, de faire ce travail-là, mais elle était peut-être un peu pauvre, et surtout le pattern des cookies détectés n'était pas suffisamment performant pour pouvoir détecter des groupes de cookies. Donc ça, c'est vraiment l'élément sur lequel on a le plus travaillé. Donc voilà, vraiment, je trouve que c'est ce qui nous a le plus avancé par rapport à la version que Didier vous décriviez. Faut, oui, l'ambition était un peu différente aussi, c'est-à-dire que cette version nous a été demandée par des clients et prospects qui souhaitaient simplement afficher la liste des cookies sur leur page Cookie Policy. Là, effectivement, on a fait évoluer le produit vers d'autres dimensions. Et notamment, c'est un outil voilà, très utile pour les DPO, pour les équipes digitales. Donc, voilà. L'ambition du produit a aussi beaucoup évolué au fil des années. Et les Exactement. RC, les API, etc. J'ai une question qui vient d'arriver de Maxime sur les exports de cookies. Oui, c'est-à-dire que vous avez la possibilité, un peu comme les API, mais alors, sous forme de JSON, CSV, HTML, Excel, vous avez la possibilité d'exporter le nom des cookies. Alors, ce n'est pas les valeurs, attention, hein, c'est-à-dire qu'on n'enregistre pas pour des raisons légales la valeur des cookies. En revanche, vous avez du coup un listing bien précis de l'ensemble des cookies posés sur votre site. Et ça vous permet de faire aussi une photographie. C'est-à-dire que ça vous permet de dire, à telle date, j'avais l'ensemble de ces cookies-là, et ça vous permet de les comparer également avec l'actuel. Merci François. Maxime est encore en train de poser une question, donc j'attends de la voir apparaître pour la traiter. Pour ceux qui souhaitent récupérer la présentation, on se tient à votre disposition. Guido, qui nous a discrètement et silencieusement accompagnés depuis le début en nous aidant à faire défiler les slides, euh, qui représente notre équipe marketing, est à votre disposition aussi. Donc, on vous tiendra au courant puisqu'on vous est inscrit de la manière dont on peut partager ces éléments-là avec vous. Et puis, n'hésitez pas à creuser le sujet parce que je pense qu'il est d'importance si vous êtes dans des organisations un peu larges, un peu complexes, comme je l'ai vu. Et on sera ravis de vous permettre de tester la solution de façon à ce que vous puissiez vérifier par vous-même qu'elle a de l'intérêt, qu'elle répond à vos attentes. Voilà. Oui, la question de Maxime est tombée. François,
C'est la cookie notice, mais cette notice n'est disponible que si on a mis à jour la liste active dans la détection. Je suis pas certain de comprendre votre question, Maxime. Est-ce que l'export de cookies, Alors, dont Maxime l'export parlait qui est... peut servir. Alors, voilà, effectivement, si on, merci, Mickaël. Effectivement, l'export peut servir de façon automatique, c'est-à-dire que, exactement comme on génère un conteneur, on peut déployer une version de cookie qu'on veut déposer sur la cookie notice. Cette cookie notice va du coup se mettre à jour, on va injecter directement les cookies dans votre page cookie policy. Et effectivement, à ce moment-là, également, on va pouvoir exporter sous d'autres formats que celle disponible pour la page cookie policy, pour l'archiver, pour la transmettre au DPO, voilà, tous les usages qui vous seront utiles. Didier, juste aussi autre élément important depuis, je reviens sur votre question un peu à rebours, mais c'est l'élément déterminant, je crois, ça a été de pouvoir, j'allais dire segmenter, mais grouper les cookies par apparition. C'est-à-dire qu'auparavant, on mettait sur le même niveau un cookie qui apparaissait 5 fois d'un cookie qui apparaissait sur chacune des navigations du visiteur. Donc, du coup, effectivement, ça vous donnait évidemment, ça marche très bien, hein, on avait un ensemble des cookies, mais ça ne vous donnait pas seulement d'informations pour juger ce qui est prioritaire, important, pas important. Là, vous avez normalement toutes les clés pour, pour travailler sur les éléments détectés. Voilà, je termine juste pour respecter votre... voilà, Didier est peut-être en train de poser une question. Donc, pour terminer, euh, si vous êtes client comme un Act, tester Cookie Scanner, c'est quelque chose de très très facile à mettre en place et ça vous permettra de discuter des résultats avec un de nos consultants et votre compte manager. Donc voilà, c'est quelque chose qui vous prendra pas beaucoup d'empreintes, aura pas beaucoup d'empreintes pardon sur votre bande passante, qui permet d'avoir des idées très concrètes et notamment d'avoir un point, je dirais, un feedback sur l'état, hein, ça vous permet quand même de savoir non seulement si la solution correspond à vos attentes, mais en tout cas d'avoir une sortie qui peut être plus performante que ce que vous utilisez aujourd'hui et d'avoir une vue concrète sur les cookies qui sont posés, ceux que vous connaissez et ceux que vous ignoriez jusque-là. Et puis, si vous n'êtes pas client de Commandos Act, ce qui peut arriver malheureusement, vous pouvez prendre contact avec nous et puis on vous fera une petite présentation de ces éléments. Voilà. Je vous remercie énormément pour votre participation ce matin. J'espère que ça a été utile. On a abordé un thème qui est un peu confidentiel, hein, c'est à la fois très important et puis c'est pas le premier sujet sur lequel le marché communique, mais je pense que ça vaut le coup d'y prêter un petit peu d'attention et qu'on a tous beaucoup à y gagner à faire plus attention à ces sujets-là. Voilà. Merci encore François, merci Guido pour le soutien marketing que tu nous as apporté et merci à tous pour votre participation. À bientôt.